Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Aujourd'hui nous allons faire le résumé de Darwin Game. Hamada, un lycéen court en pleine nuit dans les rues pour échapper à un tueur d'un jeu dans lequel on tue réellement les joueurs. Pendant sa course, il cherche parmi ses contacts, la personne idéale pour lui venir en aide. Finalement, il décide d'envoyer une demande à son ami Kaname. Soudain, il tombe sur une impasse qui l'oblige à se battre. Il fait recours à un pouvoir que octroie le jeu, le sigil, pour venir à bout de son tueur mais sans succès. Finalement, le tueur finit par avoir raison de lui. Le lendemain, au lycée, alors que Kaname pense à comment trouver de l'argent pour s'offrir une moto, Kyoda vient lui demander d'après Hamada mais il dit qu'il ne l'a pas vu. Alors que Kyoda part, Kaname se rappelle avoir reçu un message de sa part. Il ouvre le message et voit un message d'un jeu libre de droit, le Darwin Game. Kyoda tente de l'empêcher d'ouvrir le jeu, mais il le fait quand soudain, un serpent sort de l'écran et mord son cou. Il se lève mais s'écroule. Kaname se réveille confus dans la salle d'hôpital de son école, mais il rejette le serpent comme une hallucination et veut rentrer chez lui pour se remettre du choc. Kyoda le met en garde à nouveau de ne pas ouvrir l'application du jeu, mais Kaname ne peut pas contenir sa curiosité sur le chemin du retour. Il ouvre à nouveau le jeu et accepte un défi de combat de Banda-kun, un homme agressif en costume de panda qui apparaît soudainement à côté de lui dans le métro. Banda-kun attaque Kaname perplexe, mais il parvient à le repousser et s'enfuit à travers la ville. Le panda poursuit Kaname sans relâche et même un policier ne peut pas arrêter le panda violent. Il voit déjà sa pierre tombale gravée de la mort par un panda, quand Kida apparaît et sauve Kaname. Cependant, en faisant cela, Banda-kun le blesse gravement. Malgré la blessure de Kida, lui et Kaname parviennent à s'échapper et à se cacher dans un parc de stationnement. Kaname réalise enfin que ce n'est pas un simple jeu sur téléphone portable. C'est un jeu de la vie réelle, sans moyen d'échapper et les enjeux sont la vie ou la mort. Lorsqu'ils étaient en route vers le parc de stationnement, Kida lui explique que Banda-kun peut se rendre invisible grâce à son sigil, une capacité donnée à chaque joueur par la morsure du serpent et qu'il peut ensuite maîtriser de la manière la plus naturelle. Kaname et Kida réalisent bientôt qu'il ne sert à rien de se cacher de Banda-kun, car leur adversaire peut suivre la position de Kaname via l'application. Pendant que Kaname est en panique totale, il reçoit un message d'aide d'une fille. Alors que Banda-kun se rapproche de plus en plus, les deux amis concluent que Kaname doit laisser derrière lui le blessé Kida, afin d'attirer le panda loin de lui. Kaname prend sur lui puis sort de sa cachette avant de fuir. Banda-kun le poursuit jusque dans les toilettes où il sort un flingue et commence à tirer. Soudain, Kaname sort et l'asperge avec l'extincteur. Banda-kun tente de fuir mais Kaname l'attrape et lui met quelques coups mais ne se laisse pas faire. Pendant ce temps, Kida est en train de s'éteindre à petit feu espérant que son ami puisse s'en sortir. Cependant, le combat prend fin brusquement, lorsque l'adversaire invisible de Kaname est soudainement frappé par une voiture, mettant fin au combat en faveur de Kaname. Le corps sans vie de Banda-kun est téléporté pièce par pièce, ne laissant qu'un contour pixelisé sur le sol. Kaname est familier avec ces contours pixelisés, ils sont apparus partout dans la ville ces derniers temps et les gens les ont pris pour de l'art de rue moderne. Après son combat, Kaname se précipite vers son ami Kida, mais tout ce qu'il trouve, c'est un autre contour pixelisé. Shuka Karino, une joueuse de haut niveau, apprend la victoire de Kaname contre Banda-kun et est étonnée de sa victoire sur un adversaire fort. Elle veut rencontrer Kaname et l'inviter dans un entrepôt abandonné. Mais Shuka n'est pas sûr de pouvoir faire confiance à Kaname et lui demande de révéler son sigil. Cependant, Kaname ne peut pas lui donner de réponse, ce qui éveille les soupçons de Shuka, et elle le met au défi de combattre. Kaname parvient à repousser l'attaque de Shuka en l'éblouissant temporairement avec une lumière clignotant. Mais même les attaques aveugles de Shuka sont extrêmement puissantes et Kaname reconnaît son sigil, elle peut contrôler de grandes chaînes en mouvement semblables à ceux d'un serpent, transperçant ses ennemis avec les pointes acérées. Pendant que Kaname tente d'échapper aux chaînes, il entend une voix en lui, qui le conduit enfin à découvrir son sigil. Il peut invoquer n'importe quelle arme qu'il a touchée auparavant. Un pistolet, qui a été livré chez lui plus tôt, apparaît soudainement dans sa main et il parvient à maintenir Shuka sous contrôle avec cela. Shuka ne voit pas d'autre option que d'admettre sa défaite. Kaname soupire de soulagement et s'évanouit. Le lendemain matin, Kaname se réveille dans le lit de Shuka. Elle lui demande de créer un clan avec elle, car rejoindre des forces est une tactique populaire pour de nombreux joueurs dans le jeu de Darwin, pour combattre ensemble, se défendre mutuellement et collecter des points ensemble. Kaname accepte, mais il apprend qu'il doit d'abord passer au-dessus du niveau B2 en combattant. Une occasion idéale de monter en niveau se présente bientôt à Kaname. Il reçoit une invitation mystérieuse dans le jeu, certains joueurs sélectionnés sont autorisés à participer à une chasse au trésor à Shibuya. Kaname et Shuka considèrent judicieux d'explorer Shibuya avant le début de l'événement. Pendant leur visite, Shuka explique des informations importantes à Kaname sur le jeu de Darwin, ou des games comme il l'appelle en public pour garder son existence secrète. De plus, lorsque Kaname vérifie son solde de compte au distributeur automatique, il est submergé par une autre surprise, les points qu'il a accumulés ne sont pas seulement un score dans le jeu mais sont transférés directement sur son compte bancaire en tant qu'argent réel. Dans le centre commercial de Shibuya, le téléphone portable de Kaname est soudainement arraché par Inuke,
qui parvient ainsi à l'attirer dans une impasse et à le défier en combat. Inuke a réussi à localiser Kaname grâce aux informations qu'il a achetées auprès du joueur Rein Kashiwagi, connu sous le nom de l'analyste. Rein gagne sa vie dans le jeu en collectant et en vendant des données et des informations intéressantes. Comme le mot s'était déjà répandu que le nouveau venu Kaname avait vaincu à la fois Banda-kun, le nouveau tueur et Shuka, la reine invincible, il présentait une cible intéressante pour Inuke. Mais l'attaque d'Inuke sur Kaname s'avère n'être qu'un bref combat avant que Shuka ne vienne à son secours, obligeant Inuke à se rendre. Soudain, la chasse au trésor commence, et les joueurs sont transférés dans des endroits séparés. Kaname se retrouve dans une chambre d'hôtel et reçoit des informations sur la chasse au trésor. L'objectif des 300 participants est de trouver chacun au moins 3 anneaux dorés dans les 24 heures. Cependant, il y a un hic, il n'y a que 300 anneaux au total. En utilisant l'appareil photo dimensionnel de son téléphone, Kaname trouve immédiatement son premier anneau sous son lit. Mais il n'est pas en mesure de le garder longtemps, car il est attaqué à l'extérieur de sa chambre d'hôtel par un joueur armé d'une mitrailleuse. Il remet son anneau à l'adversaire, qui épargne la vie de Kaname et part par l'ascenseur. Kaname est impatient de quitter l'hôtel et de retrouver Shuka, mais cela s'avère impossible car tous les escaliers sont recouverts de buissons proliférants. Kaname voit l'ascenseur comme le seul moyen de sortir du bâtiment, mais Rein, l'analyste, apparaît au dernier moment et l'empêche d'y entrer. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Kaname voit la raison de l'avertissement de Rein, son précédent agresseur avec la mitrailleuse J immobile par terre, dans les griffes d'une plante massive. Rein reconnaît immédiatement le travail du puissant joueur le fleuriste, qui a piégé tout l'hôtel dans des plantes. Alors que Kaname et Rein cherchent un moyen de sortir de l'hôtel, une pensée glaciale leur vient à l'esprit, pourquoi le corps de l'agresseur dans l'ascenseur est-il toujours là et n'est-il pas devenu un contour pixelisé? Juste au moment où les deux réalisent les implications de cette circonstance, ils obtiennent une réponse à leur question. Une foule de joueurs zombies les attaque. Ces joueurs semblent n'avoir pas été tués par les plantes, mais empoisonnés, et sont maintenant sous le contrôle du fleuriste. Rein analyse la situation délicate dans laquelle elle et Kaname se trouvent. À l'aide de son sigil appelé la place, elle est capable d'analyser toutes les informations de l'univers, voyant le passé et le futur clairement devant ses yeux. Elle conclut que le fleuriste doit se trouver dans la salle de surveillance, les observant à travers les caméras de surveillance tout en lâchant ses soldats sous contrôle mental sur eux. Par conséquent, Kaname et Rein détruisent les caméras de surveillance et se cachent dans une chambre d'hôtel pour établir un plan. Pour éviter les plantes à l'intérieur du bâtiment, Kaname descend en rappel la façade de la tour et rencontre le fleuriste au rez-de-chaussée, qui est prêt à combattre Kaname et se transforme en une créature végétale puissante. Kaname essaie tout ce qui est en son pouvoir pour vaincre le fleuriste, il lui tire dessus avec sa mitrailleuse, lui lance des grenades et l'éblouit avec des grenades étourdissantes. Mais le fleuriste semble être trop fort. Le combat entre les deux se termine finalement dans la chapelle de l'hôtel. Kaname est épuisé, mais sa voix intérieure lui parle à nouveau et il se retrouve soudainement dans l'atelier d'un forgeron en acier. Cette vision lui fait réaliser qu'il a besoin de plus de puissance de pénétration contre le fleuriste. Et il manipule la pression de son canon de pistolet pour délivrer un coup plus fort. Cela s'avère extrêmement efficace, et le fleuriste admet sa défaite. Lorsque Rein atteint la chapelle, elle explique que le danger est imminent, le clan des Eight et leur chef assoiffé de sang, Wang, sont sur le point de prendre d'assaut l'hôtel pour récupérer les 24 anneaux qui s'y trouvent. À cause de cette prédiction, ils décident de former un clan temporaire avec le fleuriste, dont le nom est Hiraji Ishiru, pour combattre le clan des Eight avec des forces combinées. Maintenant que le contrôle mental du fleuriste a été levé, l'ancien adversaire de Kaname avec la mitrailleuse revient à ses esprits. L'homme nommé Riji Maezaka accepte de se joindre au clan également. Les 4 membres du clan se mettent en œuvre pour barricader l'hôtel, afin d'être aussi préparés que possible pour l'attaque du clan des Eight. Pendant ce temps, Rein résout l'énigme des codes numériques dans les anneaux. Après avoir mis la main sur un anneau en diamant et trié les pierres en fonction de leur dureté, elle reconnaît les coordonnées qui l'amènent à la gare de Shibuya. Elle part là-bas pour chercher le trésor, mais se rend rapidement compte qu'elle n'est pas la première. Wang semble également avoir résolu le code et le clan des Eight est déjà à la gare. Wang utilise son sigil pour se téléporter de manière imprévisible, ce que la place de Rein ne peut pas anticiper, et parvient à capturer Rein. Par une prise brutale sur son bras, il tente de lui extorquer des informations sur le trésor. Elle essaie de gagner du temps avec une longue histoire et, à coup sûr, son clan finit par arriver et libère Rein des griffes de Wang. Ryuji, Shuka et Sui se battent courageusement contre le clan des Eight, pendant que Kaname emmène Rein blessé à un endroit sûr, où on lui confie la tâche de résoudre le code final pour mettre fin au jeu. Après un voyage au plus profond de son être, Rein connaît la solution, le code représente la date de publication de l'origine des espèces de Charles Darwin. Lorsque Kaname revient pour aider ses amis à combattre le clan des Eight, Wang a déjà coupé le bras de Ryuji et est sur le point de le tuer. Mais Kaname parvient à l'arrêter avec une ruse. Il prétend avoir résolu l'énigme et trouvé la clé du trésor. Le bluff fonctionne et Kaname remet à Wang la clé de sa mobilette en échange de la vie de Ryuji. Mais Kaname a craqué le vrai code et tape rapidement la combinaison de chiffres dans les casiers de la gare.
Cela met fin brutalement à la chasse au trésor et les joueurs sont transférés. Kaname, désormais seul à la gare, ouvre la boîte du casier et y trouve un téléphone portable. Le téléphone sonne, et le maître de jeu félicite Kaname pour sa victoire. Il lui explique qu'en plus de la multitude de points qu'il a remportés, il a maintenant également droit à un privilège très spécial, à savoir que Kaname peut choisir un privilège en jeu. Quelque temps plus tard, les amis sont au club de boxe d'Anjo. Là, Rigi a été guéri par Kaed et Kaname est formé par les entraîneurs. Le maître d'Anjo exprime son souhait de se joindre aux forces du clan de Kaname, qui se sont nommés les Corbeaux du Crépuscule. Mais d'abord, Dange a besoin que Kaname prouve qu'il est digne et doit le battre dans un combat. C'est un combat difficile entre Danjo et Kaname, avec Inuke comme arbitre et Rein et Rigi dans les gradins. Après des échanges de coups par-ci et par-là des deux personnages, Kaname finit par prendre le dessus sur Danjo. Mais finalement, Danjo juge Kaname assez digne et l'accepte, lui et les Corbeaux du Crépuscule, comme partenaires d'alliance. Soudain, une mystérieuse femme masquée apparaît et kidnappe Kaname. La femme s'avère être Liu Xulan, la joueuse classée numéro 1 du D-Game, issue d'une longue génération d'assassins. Elle avait reconnu le potentiel de Kaname et le considère maintenant comme le partenaire idéal pour avoir des enfants ensemble et transmettre leurs compétences à la prochaine génération. Shuka est indignée par l'enlèvement de Kaname. Elle pourchasse la voiture de Xulan avec Rein, Rigi essuie, et lance une attaque sur Xulan depuis le toit de sa voiture. Une bataille épique sur les toits des voitures commence, mais les attaques de Shuka semblent futiles, jusqu'à ce que Kaname intervienne, il lui lance des bouteilles, Shuka utilise ses chaînes pour les diriger vers les pneus de la voiture de Xulan, essuie-gèle le contenu, bloquant ainsi les roues. Xulan admet sa défaite et exprime son désir de rejoindre le clan des Corbeaux du Crépuscule. Malgré les protestations des membres du clan, Kaname accepte. Pendant ce temps, le clan des Eight complote déjà sa nouvelle vengeance, ils détiennent en otage Shinozuka, un camarade de classe de Kaname, et le torture, afin d'attirer Kaname dans un vieux entrepôt. Kaname est furieux et se met immédiatement en route pour libérer son ami, soutenu par les Corbeaux du Crépuscule et Inuke. Avant l'arrivée du clan aux entrepôts, un important contingent de police est déjà présent. Mais le clan des Eight massacre toute la force sans trop d'efforts. Lorsque les Corbeaux du Crépuscule arrivent, ils se mettent immédiatement à combattre le clan des Eight. Sui et Rein unissent leurs forces contre les attaquants et Inuke se bat contre l'artiste martial Keiichi. Cependant, lorsque Kaname apprend que Shinozuka a été tué, quelque chose change en lui. Maintenant, avec Amada, Kida et Shinozuka, 3 de ses camarades de classe ont été tués dans ce jeu. En brisant ses propres principes suprêmes de ne pas blesser inutilement quelqu'un, il décide qu'il n'y a pas d'autre option que de tuer le clan des Eight. Kaname se bat violemment pour se frayer un chemin, tirant sur quiconque se met en travers de son chemin. Pendant ce temps, Shuka affronte seul Wang. Elle a tendu des fils minces à travers tout l'entrepôt, qu'elle peut contrôler avec des micro-vibrations en utilisant son sigil. Sans trop bouger elle-même, elle parvient à repousser les attaques de Wang, coupant au passage ses membres. Finalement, elle attrape Wang dans le filet de fil et le précipite dans le ciel. Wang parvient à utiliser son sigil juste à temps pour éviter un impact fatal. Mais Kaname et Rigi se tiennent déjà devant lui, pointant leurs armes. Kaname révèle maintenant son privilège accordé à Wang, qui est l'Eye Roller, un privilège qui permet de miser autant de points qu'on le décide au lancement d'une partie. Cela signifie maintenant que tous les points du clan sont transférés sur le compte des Corbeaux du Crépuscule et que les adversaires ont donc perdu le jeu. Les membres restants du clan des Eight sont maintenant transférés, y compris Wang, que Kaname abat d'une balle dans la tête en dernier adieu. La bataille contre le clan des Eight est maintenant terminée, mais Kaname jure vengeance contre les maîtres du jeu. Il veut mettre fin à ce jeu une fois pour toutes et son clan accepte de le soutenir dans cette entreprise. Ensemble, les Corbeaux du Crépuscule, maintenant assoiffés de sang, prennent le contrôle de la zone de Shibuya et la déclarent zone libre du D-Game. Le maître de jeu, de son côté, est ravi des développements, maintenant le jeu peut enfin atteindre son niveau suivant.